Bonjour et bienvenue dans le Portail numérique, votre podcast autour de Digimon. Digimon, toute la licence de A à Z que l'on essaye de vous faire revivre et de décrypter avec vous chaque semaine ou maintenant tous les 15 jours en tout cas. Et moi, Aldric, suis accompagné comme régulièrement et comme souvent de mon compatriote, de mon comparse, de mon ami, de mon fidèle François. Bonjour, bonsoir François. Bonjour, bonsoir Aldric. Comment vas-tu François? Mais fort bien et vous-même? Je vais bien. En plus, on va parler d'un sujet que j'aime aujourd'hui. On va pas parler d'aventure pour une fois. Et donc, ça faisait un petit moment. Je sais plus combien de temps qu'on n'avait pas été accompagnés, mais en tout cas, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls et nous sommes accompagnés donc d'une toute nouvelle personne parce que du coup, c'est la première fois que Shadok participe avec nous au podcast. Bonjour, bonsoir, Shadok. Bonjour, bonjour. Très excitée d'être là, oui. Et bah tant mieux. Du coup, tu nous avais contacté par mail, je crois, pour proposer tes services sur le sujet du jour qui est Digimon Tamers. Est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement, dire qui tu es, d'où tu viens et comment tu es tombé dans la folie Digimon? Alors, c'est Shadok. Je suis une animatrice indépendante sur Internet. Et niveau Digimon, alors, je suis un cas un peu spécial parce que j'ai découvert Digimon il y a 6 mois environ. Ah ouais? Oui. J'ai l'impression quand je vois sur Internet, tout le monde dit ah oui, je m'en souviens depuis 2000 et tout. Moi non, j'ai vraiment découvert ça il y a 6 mois. Juste hier, j'ai fini Digimon World et j'ai vu toute la série Adventure 01, 02 et Tamers. Oh. Voilà. Et il y a Mais du coup, plein de choses à rattraper. Mais la question que je me pose, c'est comment, il y a 6 mois, t'es venu l'envie, l'idée, ou comment ça s'est présenté à toi, Digimon, du coup? Ah oui, c'est par rapport au Tamagotchi. Je viens de là, en fait. J'étais très fan des Tamagotchi. J'étais vraiment fasciné par eux. Et je voyais un peu de l'autre côté, il y avait les Digimon. Et c'est comme c'était un spin-off de Tamagotchi à la base. Mhm. Et j'étais toujours un peu curieuse parce que ça ressemblait vraiment à un Tamagotchi, mais c'était un peu différent. Et à force de me lasser des Tamagotchi, je me suis dit, oh tiens, les Digimon, et ça a l'air sympa. Et puis, ils étaient pas chers en ce moment quand j'en ai acheté un. Et j'ai commencé à regarder la série avec une pote qui elle, a regardé la série quand elle était jeune. Et c'est là où mon cerveau a commencé à se remplir de choses Digimon. Et je me suis dit, ah ouais, c'est cool quand même. Ok, et non mais c'est étonnant parce que du coup comme quoi on peut découvrir Digimon tout n'importe quand, pas forcément quand on était petit du coup, et c'est cool que même aujourd'hui là en 2025 des nouveaux fans soient initiés à Digimon, voilà c'est tout ce que nous les fans de Digimon nous voulons, c'est entraîner de nouvelles personnes dans notre folie. Et J'ai donc une autre question, oui si je vas-y. peux. Voilà, parce que on en a parlé dans un podcast où justement on parlait du fait que un peu, enfin les différentes, que ce soit les jeux vidéo, les VPET et tout ça, tout était finalement assez différent dans Digimon. Mais toi, du coup, t'es tombé dedans, on va dire, en partant du VPET, mais ça t'a pas décontenancé un peu le fait qu'on retrouve pas forcément ces mêmes codes dans l'animé? C'était intéressant. Je m'attendais pas quand même qu'ils refassent les mêmes règles par rapport au VPET, parce que c'est un peu pareil sur le Tamagotchi, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à adapter. Donc j'ai compris assez rapidement, et même je me suis dit, ah ouais, mais les évolutions dans Adventures 01, 02, 002, c'est plus logique que les VPET où ça peut vraiment partir n'importe comment. Ok. Ok.
Eh ben, c'est bien. Et donc, du coup, depuis 6 mois, donc, t'as déjà regardé quand même 3 séries. Donc, ça fait à peu près 150 et quelques épisodes, je pense. Donc, c'est déjà pas mal. Pour c'est une bonne introduction au sujet. Avant de revenir à toi et au sujet du jour, je vais reprendre quelques commentaires. Si je me remets dessus, qu'on a pu avoir. On avait eu notamment sur le dernier sujet. C'était Beyond le dernier sujet, François? Il me Bah semble, oui, ouais. oui, c'était On bien. avait repris un peu. On avait repris Ouais, effectivement le Beyond parce qu'on avait loupé pas mal de choses. tout à fait. Bon, on a Raja Dikirin qui nous dit c'est vrai que Maki, on la voit submergée par l'océan noir. Scène plutôt glauque d'ailleurs, j'ai bien kiffé. Mais en soi, on n'a aucune confirmation. Après, j'aimais bien cette fin pour elle, très dramatique. Pour Sora, je trouve ça grave intéressant dans Kizuna de voir un enfant élu refuser le combat comme si ce n'était plus pour elle et qu'elle avait trop peur. C'est assez réaliste et intéressant comme problématique. Même si du coup, ça la met automatiquement en retrait et la fait passer pour une lâche malheureusement. Par contre, si elle est vraiment en couple avec Yamato, ce serait cool qu'ils aient des moments ensemble parce que franchement, c'était très limité. Je me permets juste de préciser que mon pseudo, se prononce Shaitan, mais c'est un jeu de mots. Du coup, j'ai changé et mis mon vrai pseudo. Ah bah d'accord. Je pensais l'avoir déjà changé depuis le temps. Très bon podcast encore une fois. Merci. Anciennement Shaitan. J'ai une question du coup pour Shadok parce que j'ai vu que ton avatar sur Discord c'était Piomon. Du coup, j'en conclus que Sora c'est ton perso préféré ou pas du tout? Ah, c'est dur. Je peux pas choisir. Ils sont vraiment tous trop cool. Mais au niveau des Digimon, oui, je préfère Biyomon et Gomamon. C'est mes deux préférés. Ok. Non, mais c'est pas souvent que Piomon est choisi, C'est vrai. C'est donc vrai. je trouvais ça intéressant de le voir sur ton avatar. Euh, du coup, ensuite, quelqu'un nous demandait si c'est l'abondance d'un nouveau film. Non, c'est pas un nouveau film, c'est juste un PV spécial. Qui sera Bah, accompagné d'écrits normalement, du coup, de Kakudo. c'est ce qu'on avait dit, ouais, que l'on attend. Je vois qu'il y a Martin qui nous a fait un mail concernant le prochain podcast qui sera sur Digimon Frontier. Comme ça, hop, ça sera fait. Il faut que je réponde à Martin, que je salue parce que je sais qu'il écoute chacun je sais plus comment parler, de nos podcasts. De nos podcasts. Donc Vivi nous avait dit je voudrais voir un film où les personnages de toutes les saisons sont réunis. Pour la relation Matt et Sora, il n'y aura rien entre eux. Je ne prends pas en compte l'épilogue. Ce serait bien un podcast avec les méchants Digimon. Vivi, du coup je te réponds de vive voix. François avait trouvé l'idée plutôt bonne sur les méchants de Digimon. Je pense qu'en effet, toutes saisons confondues, ça peut être intéressant à traiter comme sujet, de voir un peu le Ouais. côté du mal là. Ouais. Oui, oui, tu confirmes. Ah oui, complètement, oui, surtout que on a, sur les différentes motivations et tout, c'est vrai que là, dans ma tête, je pense tout de suite à Vendémon, dont j'ai vraiment découvert le plan de A à Z en adaptant Adventure. J'avais jamais vraiment trop compris le sens de ses actions, et d'ailleurs, il y a, on va dire, la phrase la plus importante qui explique ce qu'il fait, pourquoi il le fait, qui a disparu dans la version Saban. Donc je me dis ça peut être sympa, ouais, de faire un petit topo sur ça. On le fera. Voilà. Bon, en tout cas, on reçoit souvent de plus en plus de commentaires, que ce soit par rapport aux projets que l'on a fait, nos VF, aux podcasts, aux différents projets. On reçoit beaucoup, là ça revient, beaucoup de... Et vous faites quand zéro tour en VF? Ça revient, François il adore ça, ce genre de Ouais, message. 2030, Voilà, quand pour on les aura 10 ans du du temps. podcast. Non, du fandom. Du fandom, pardon. Ouais. Le podcast, ça fait seulement 1 an, mais c'est Oui, déjà ça pas fait mal. un an. C'est pareil. Eh bien, en parlant de podcast, on va reprendre Je avec fais Shadok. juste Oui. une petite parenthèse, un truc que je voulais absolument dire la semaine dernière et que j'ai complètement oublié. C'est que dans l'animation de l'évolution de Agumon et Gabumon dans Beyond, on a eu ce que Kakudo décrivait. Il expliquait je crois que c'était dans l'interview que j'avais traduit où il expliquait tout ce qu'il avait prévu, pourquoi Yamato était astronaute et tout. Bref, il avait parlé de l'évolution des Digimon en expliquant que lui, la façon dont il imaginait l'évolution, c'était que le Digivice en fait envoyait des données, enfin en tout cas un signal, dans une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui le cloud, et que en fait les données qui forment Greymon descendaient du cloud pour rentrer dans Agumon et puis faire former Greymon. Et c'est exactement ce qu'il a fait en fait dans Beyond. On voit en fait la lumière des Digivice qui sont montées dans cette espèce de cloud un peu vert là
Et après, les données redescendent jusqu'au Digimon et tout ça. Et du coup, je trouve ça énorme que 25 ans après, il ait pu réellement mettre en scène la vision qu'il avait pour les évolutions. Ce qui me fait penser que, on parle d'interview traduite, je vais m'y engager, je vais forcer François à travailler sur le sujet. Cette saison 2, il y aura vraiment un podcast obligatoire sur, ou plusieurs podcasts, parce qu'à mon avis, un seul sera pas suffisant. À chaque fois que je tombe sur des interviews traduites, là, notamment Data Ravel qui fait des résumés, et il fait pas que Adventure, là récemment, il a fait Severus, Frontier, notamment pour les différents anniversaires. Il avait fait le film récemment, le deuxième film, bon, avec des infos qui me plaisent pas forcément, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, il faut vraiment qu'on se pose un jour pour vous proposer un peu toutes ces révélations qui tombent, voilà, 25 Tout à ans, fait. 20 ans après. Je trouve ça assez intéressant de se dire que les différents créateurs, réalisateurs, enfin les différentes personnes qui ont travaillé dessus, bah voilà, nous gâtent avec des petites informations qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, parce que pas en français, en japonais, donc traduit en anglais très souvent, mais c'est tout. Donc on en fera un relais. Ceci étant dit, on va entrer dans le vif du sujet. Et je sais que c'est un sujet que beaucoup attendaient parce que c'est une série qui est quand même assez appréciée. Notamment en France, parce que, on le rappelle, Digimon Tamers avait eu droit à sa VF, version Saban certes, mais en tout cas sa VF en 2002, si je dis... Mais Shadok va nous le dire, si je dis pas de bêtises. Donc Shadok, à toi la parole. Dis-nous tout, c'est quoi Digimon Tamers? Alors, Digimon Tamers, déjà la version japonaise a débuté en avril 2001 jusqu'à mars 2002. Il y a eu une version Saban US FR plus tard. La version FR, d'ailleurs, c'est sur Fox Kids de août 2002 à mars 2004. Et niveau réalisation, on a Yukio Kaizawa, ainsi que Hiroyuki Kakudo, qui retourne du coup par rapport à Digimon 0102. Le scénariste en chef, on a Chiaki Konaka, qui est un scénariste en chef intéressant parce qu'il a travaillé sur Serial Experiments Lane, qui est un animé assez populaire dans la sphère des animés. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Moi non, mais Darin, je suis sûr qu'il va commenter, il va connaître. À tous les coups, Darin connaît, c'est sûr. Mais nous, non. Ok. Et la composition, c'est Takanori Arisawa. Pareil, de retour depuis Digimon 0102. Alors, le petit synopsis que j'ai écrit. Dans un monde où la franchise Digimon existe, le rêve de tout fan se réalise. Le Digimon du jeune Takato prend vie. On apprend en cours de route l'existence d'autres tamers dans le monde ainsi que l'existence d'une mystérieuse organisation, Hypnose, qui a pour but d'empêcher les Digimon de passer du monde numérique au monde réel. Voilà. Okay. Bah, dit comme ça, c'était intriguant et ça donne envie. Juste avant de laisser la parole à Shadok, je vais juste donner mon ressenti de l'époque. Je pense être un peu un porte-parole de nombreux petits Français qui, comme moi, en fait, il y a eu deux choses. C'est que TF1 n'a pas diffusé Tamers, donc c'est-à-dire qu'à l'époque, si on voulait regarder Tamers, comme l'a dit Shadok, il fallait avoir la chaîne Fox Kids, qui était une chaîne du câble que tout le monde n'avait pas forcément. Donc moi, je l'avais et donc j'ai regardé. Et en parallèle, on a le magazine Digimon qui sortait à l'époque tous les mois, qui a repris les premiers épisodes en bande dessinée, donc qui permet, je sais que Valentin, notre équipe, c'est comme ça qu'il l'a découvert. Et moi, perso, j'ai eu énormément de mal, mais parce que je pense qu'à l'époque, en France, rien n'était fait, on n'était pas dans les bonnes conditions pour regarder et apprécier cette série, parce qu'en fait, déjà, moi, perso, j'étais enfant, j'étais jeune adolescent, et j'avais tellement aimé les personnages de 01 et de 02, j'étais tellement attaché à ces personnages, à cet univers, à cette aventure, que me plonger dans un truc qui n'a rien à voir, une histoire totalement différente, avec des histoires de cartes, pas les mêmes Digimon, pas les mêmes personnages, pas le même univers, quoi. Ben, personnellement, j'ai eu
En fait, j'ai fait un rejet, je pense presque automatique en mode non, j'ai pas envie, alors que c'est bête parce que je pense que c'est parce que j'étais un gamin. Alors que si je l'avais découvert adulte, j'aurais pas eu le même ressenti et je pense que j'aurais apprécié la série différemment. Ce qui fait qu'à l'époque, j'ai regardé une grosse partie de la série en VF, mais en boudant un peu. Et du coup, c'est une des séries sur lesquelles pendant des années, je disais ah non, j'ai pas envie de la regarder en VO, en japonais, ça m'intéresse pas, bref, c'est nul. Mais je disais c'est nul à tort parce qu'en fait je lui avais pas vraiment donné sa chance et avec le recul maintenant que je suis un adulte quand je vois un peu ce qui a pu être fait sur cette série je me dis bah c'est bête et il faut vraiment qu'un jour je lui donne une chance donc je compte sur Shadok pour me convaincre de regarder. Ok. Je sais pas si François t'avais un avis toi sur le sujet. Ah, sur Tamers. Bah alors, du coup, moi, le truc, c'est que je suis retombé, comme j'avais dit plusieurs fois, je suis retombé dans Digimon assez tard, moi, du coup, en 2015 avec Cross Wars. Donc, je me suis remis sur les premières saisons et donc j'ai vraiment découvert Tamers à ce moment-là. Bah, un peu comme toi, moi, c'est vrai que du coup, le fait que là, on passe sur des personnages complètement différents après 2 saisons à avoir traîné avec toute la bande là de Adventure, c'était compliqué, d'autant que, et on parlera des personnages, mais pareil, alors là, le problème, c'est que bon, ça remonte à un certain temps, mais je ne me souviens pas d'un personnage auquel je me suis vraiment attaché très fort dans la série, sachant que le personnage principal de Takato et son Digimon Guilmon, je dirais pas que je les trouvais insupportables, mais c'était pas ma came. J'avoue que après je comprends ce qu'ils ont voulu faire en s'éloignant du côté un peu leader et sans peur qu'avaient Taichi et Daisuke, en mettant un personnage un peu plus sensible, un peu plus voilà, même avec le Digimon, je comprends effectivement Guilmon, comme l'a dit Shadok tout à l'heure dans son résumé, Guilmon est un Digimon inventé de toute pièce qui prend vie. Donc le fait qu'il soit enfant dans sa tête parce qu'il vient vraiment littéralement de naître, d'être créé, je vois à peu près ce qu'il voulait faire, mais dans l'exécution, j'ai trouvé que, paradoxalement avec la fin de la série, mais on y reviendra tout à l'heure, ça avait un côté vachement plus enfantin que Adventure et du coup moins intéressant pour justement moi qui étais déjà plus âgé, qui était en plein dans l'adolescence à ce moment-là, quoi. Voilà. Ok, et ben Shadok va te donner son avis, son ressenti global avant de rentrer dans le détail. Ok. Alors déjà quelque chose à noter avant, c'est que ce ressenti, que c'était quelque chose que beaucoup de personnes avaient vu, que j'avais lu sur internet à l'époque. Ce ressenti que c'est pas les personnages de Adventure, et du coup il y avait eu un peu ce backlash à l'époque. D'après ce que j'ai lu, il y avait eu un backlash que les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait des nouveaux personnages, et surtout que la version Saban rajoute des références à Adventure où ils vont faire des références aux personnages, ils vont réutiliser des comédiens de doublage, et ça n'a pas aidé à la confusion à l'époque. Et alors perso, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Surtout par rapport à Adventure. Adventure, c'est sympa. Il y a vraiment ce sentiment de suivre ces personnages pendant longtemps, et de s'y attacher. Et après, Tamers, et voir comment ça reprend des concepts, que ça les change, et ça, pour moi, ça m'a beaucoup plus plu en fait que Adventure. Voilà. Ah, mais tu vois, c'est intéressant. Alors, du coup, pour j'avais, tu vois, c'était il y a tellement longtemps, j'avais zappé qu'ils mettaient des références à Adventure et en même temps, ça m'étonne tellement pas. Je pense que du coup, c'était peut-être. Ouais, ils se sentaient obligés de faire ça pour faire le lien. Mais pour la petite anecdote, je me souviens d'un truc. Alors, je crois que ça doit être un mythe. Je sais pas si je t'avais déjà parlé de ça, François. Que dans Tamers, il y a 2 personnages qui apparaissent et qui sont appelés Mimi et Joe. Mais je crois que c'est la version Saban qui fait ça, ou c'était dans une adaptation BD ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est des gens adultes et ça a laissé supposer que c'était potentiellement Mimi et Joe d'Adventure, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. C'est juste, c'était juste Ok. un mythe. Et du coup, je sais qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup perturbé. Je me suis dit, mais Tamers, c'est lié à Adventure, mais c'est dans le même univers et c'est un truc futuriste et tout.
ben en fait, non, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Je pense que Shadok va pas me contredire, mais on peut considérer ça comme sur une terre parallèle, en fait. C'est ça. Ma pote qui avait regardé aussi se souvenait de ses souvenirs lointains que, ah oui, il y a des références à Adventure dans la série. Et elle n'avait jamais regardé la version japonaise, et c'est ce qu'on a fait ensemble. Mhm. Et ben, on a regardé toute la série, je me suis dit, bah, elles étaient où en fait ces références? Parce qu'il n'y en a vraiment aucune. Et à part, il y a vraiment des trucs très très légers. Par exemple, Takato qui va avoir une peluche d'Agumon dans sa chambre, mais il n'y a vraiment rien d'explicite. Et j'avais regardé des vidéos, des clips de la série en anglais et en français. Et j'avais vu, il y a par exemple une scène où il va y avoir des personnages qui vont être autour de Ruki, qui vont dire « Ah oui, on dirait cette fille, elle ressemble à Ikari. » Et c'est un truc vraiment rajouté dans la sabane. Ok, Ok, bah c'est... incroyable. Et Là, du coup, pour le coup, j'avoue que moi, je découvre, je n'ai jamais vu même pas une seule seconde de Tamers en VF, pour le coup. bah, J'ai même jamais vu la version US. Vraiment, je ne connais que mais la version japonaise. En plus, si je dis pas de bêtises, après, faudrait que je revérifie, mais je pense que la plupart des comédiens de doublage de Tamers, c'est les mêmes que de Adventure et Zero Two. Ils ont juste été redispatchés sur des autres personnages. Je sais pas si tu peux me confirmer ça, Shadok. Pour la version Saban, tu veux dire? Ouais, la version Saban. Ils ont repris les mêmes en France, les comédiens. C'était les mêmes gens, mais avec d'autres rôles, non? Ah, je pourrais pas confirmer à 100%, mais j'avais vu une vidéo c'est une personne qui parle de la série en VF de Digimon, et je sais plus le nom. Et il avait mentionné justement que c'était perturbant d'avoir des personnages avec les mêmes voix que dans Adventure. Oui, oui. Par exemple, je sais que le narrateur à la fin, je crois que c'est la voix de le protagoniste dans 02. J'ai plus son nom. Desuke, le principal? Desuke. Desuke. Ouais. Davis, Ouais, voilà, bah, c'est ça. Ouais, c'est pas étonnant. Mais du coup, tu vois, bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que en fonction de comment et quand t'as regardé la série, bah, tu l'apprécieras pas forcément de la même manière. Mais je vais vraiment lui redonner une chance en VO, parce que de toute façon, c'est en VO que tu l'as regardé Shadok, donc on va se baser sur ça. Du coup, sur le gros modo sur l'histoire, comment tu l'as trouvé? Est-ce que finalement, toi, t'as trouvé ça mature ou enfantin? Parce que pareil, ça a toujours été un débat. Souvent, c'est Tamer, c'est beaucoup, beaucoup plus mature que Adventure. Mais j'ai l'impression que c'est un faux débat et du coup, je voudrais avoir ton avis sur le sujet. Alors, c'est un débat que j'ai jamais entendu. Niveau maturité, je trouve que les personnages ont peut-être un niveau de profondeur qui est un peu plus présent par rapport à Adventure en général, parce qu'en Adventure, il y a les personnages qui sont développés, qui évoluent, mais j'ai l'impression que dans Tamers, il y avait les Tamers et les Digimon qui ont chacun leur personnalité propre. Moi, je me souviens, il y avait un truc qui m'avait pas choqué, mais je me suis dit, waouh, c'est quand il y avait une discussion entre un Tamers et un Digimon, c'était Johan et Renamon, qui parlent entre eux et qui ont une discussion sur leur idée de ce qu'est un Digimon. Et je me suis dit, waouh, mais dans Adventure, j'ai un peu du mal à imaginer une discussion entre Mimi et Gabumon qui serait intéressante. Ok, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais toi, François, de ce que tu t'en souviens, ce que t'en as parlé un peu, t'avais trouvé ça mature ou pas finalement? Alors, bah, du coup, pas au début. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que, vraiment, pour moi, le début de la série. Après, je sais que, bien évidemment, il faut mettre les choses en place, les enjeux et tout ça. J'avais beaucoup moins accroché parce que je trouvais les personnages, moins matures. Là, on est vraiment plus. Après, on reviendra sur tous les personnages. Mais il me semble qu'ils ont un peu tous le même âge et qu'ils sont assez jeunes. Et bref, et du coup, je me souviens que j'avais pas trouvé ça très très intéressant au tout début. Par contre, il est indéniable qu'à la fin, ça part très très loin.
Euh, mais je pense... Alors après, je sais pas, faudrait voir avec les gens justement qui se battent pour dire laquelle est la plus profonde, machin, voilà. Je me demande si c'est pas justement une histoire d'avoir découvert Tamers plus tard, parce que, enfin, s'il y en a beaucoup qui ont fait comme moi, qui ont regardé 01, 02, mais qui après, n'ayant pas le câble, n'ont découvert que Tamers plus tard, peut-être en VO. Il faut pas oublier qu'il y a ce décalage aussi entre la version Saban et la version originale. Et je me dis peut-être que cet effet de gravité vient de là aussi. À voir si des gens l'ont regardé en français et l'ont aussi trouvé plus mature en français, je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des événements à la fin qui sont vachement chauds dans Tamers, mais je pense quand même dans Adventure, je repense à la mort de Léomon, je repense à certains passages avec Pinocchimon qui sont quand même, enfin, qui sont pas mal, quoi. Tout l'épisode où Yamato erre dans sa grotte là. Où il y a vraiment des questions, des vraies questions qui sont posées, je me dis... j'ai l'impression qu'on est quand même sur un truc assez... Enfin voilà, assez pareil, entre guillemets, finalement. Bah, du coup, t'as parlé des personnages, donc c'est une petite transition toute trouvée. Le cœur d'une série, c'est quand même souvent ces personnages. Hein, c'est aussi grâce à eux qu'on s'attache ou pas à l'univers. Du coup, si vous voulez nous présenter les différents personnages que l'on retrouve dans cette série. Alors, déjà, Tanaka Kato, un gros fan de Digimon et qui crée Guilmon au début de la série, qui est un personnage que je trouve intéressant parce que c'est un personnage très sensible qui va pleurer, qui va avoir peur et qui, parce que face à la réalité d'avoir une bête en face de lui et qui va grandir et qui va faire peur quand t'as 10 ans. Oui. Et au fur et à mesure de la série, il va évoluer et apprendre à maîtriser Guilmon et lier un lien avec, surtout grâce avec les autres Tamers qu'il rencontre. Et pour lui, il est très attaché avec Guilmon, et pour lui, les Digimon ont une âme et c'est des êtres égaux par rapport aux humains. Ok. François, t'es d'accord avec ce point de vue-là sur Takato? Ah oui, totalement. Oui. Très bien, je vous fais confiance parce que moi je m'en souviens plus. Et ensuite, on a qui d'autre? Alors. On a Ruki. Ruki qui, contrairement à Takato, c'est une fille froide, agressive, compétitive, qui est surnommée la Digimon Queen, reine des Digimon dans les tournois de TCG Digimon. Parce que oui, c'est aussi un peu l'aspect spécial de la série, c'est que c'est très axé sur les cartes à jouer Digimon. Et pour elle, les Digimon ne sont que des données. Et le but, c'est juste d'être la plus forte. Et pareil, par rapport à l'évolution au cours de la série, elle a formé un lien avec ses nouveaux amis, et Renamon, et la traiter comme une vraie personne et pas comme juste un paquet de données qui est juste pour faire du combat. Voilà. Et François, toi, ton avis sur Ruki? Qui est quand même, je pense j'ai l'impression que c'est le personnage le plus marquant externement, hein, quand tu regardes d'un point de vue externe, j'ai l'impression que c'est le personnage le plus marquant de la série d'un point de vue extérieur. Je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est pas... Alors, ce qui est très particulier, c'est que c'est pas un des 3 personnages principaux qui m'a le plus marqué dans la série. Mais dans le trio de base, je dirais que oui, mais alors pas que Ruki, du coup, c'est aussi moi, je dirais c'est le duo Ruki et Renamon qui m'ont le plus marqué que juste Ruki, le personnage en elle-même, quoi. Voilà. Parce que j'ai pareil, enfin, là, en fait, on nous présente, et finalement, je me rends compte que oui, il y a tout un point qui n'est finalement pas beaucoup abordé dans Adventure, à part peut-être dans 02, sur effectivement quand il se demande si tuer des Digimon c'est bien, c'est mal, voilà. C'est vrai que là il y a toute cette histoire de à quoi servent les Digimon, et c'est vrai que au début Ruki est quand même très antipathique
Enfin, en tout cas, au tout début, quoi. Mais après, c'est vrai qu'elle a un arc de rédemption qui reste sympathique. Mais voilà, son personnage, là, comme ça, je le fais quand même avec mes souvenirs, hein, en grande partie. Ouais. C'est pas. Ouais, elle, toute seule, m'a pas le plus marqué que ça. Voilà. Elle et Renamon, Ok. oui. Je me souviens de leur relation. Hmm. Voilà. Mais voilà. Ok, bah très bien. Et donc du coup, tu disais, on parlait d'un trio. Donc il y a un troisième personnage important dans ce trio, du coup. C'est Jian, Henry dans la sabane, qui est un garçon calme, mature et qui plutôt n'aime pas les conflits, qui essaye de les éviter si possible. Et il a découvert Digimon à travers un jeu PC qu'il a reçu et c'est à travers ça qu'il a reçu son partenaire, Terriermon. Et il va comprendre en fait que les Digimon sont des êtres assez qui existent et que du coup il veut plus faire de mal à des Digimon en sachant que ça peut être des créatures violentes et qui du coup c'est des personnes avec une conscience et voilà donc c'est pour lui les Digimon ne devraient pas se battre quoi. Il n'y a pas une histoire comme ça avec son Digimon où il était même stressé à l'idée de le faire évoluer? C'est ça il Ouais. y a il s'est répété je me suis revu le début de la série avant le podcast et il y a des moments où il dit à Terriermon je ne veux pas que tu évolues, tu comprends pourquoi et après on voit pourquoi parce que Terriermon évolue en Garomon, j'ai plus le nom exact mais c'est vraiment Gargomon, un il me lapin. semble. Un lapin avec des miniguns à la place des mains et qui tire partout et qui est trop content. Oui, 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 mais c'est assez impressionnant et c'est pour ça pour lui, non, il veut pas que Terriermon, malgré que Terriermon, lui, on voit que même si c'est un petit farceur et qui est tout sympa, tout gentil, qui est aussi un peu, il cherche un peu aussi à vouloir combattre et parce que c'est un peu aussi ce qui est exploré dans la série, c'est la relation des Digimon par rapport au désir inné de combattre. Voilà. Et, Momentai. du Momentai, coup, oui. c'est vrai quand on connaît pas Tamer, ce qu'on voit d'un point de vue extérieur, on a l'impression que tout tourne autour de ce trio et qu'il y a vraiment un trio. Du coup, c'est quoi la dynamique du trio? Comment ils fonctionnent les uns avec les autres? Les relations entre les personnages et l'évolution surtout de ces relations entre ces trois-là? C'est vraiment, au début, on nous présente Takato comme personnage principal et qui va rencontrer ces deux personnages, Rocky et Jian, qui sont tous les deux déjà tamers et qui vont apprendre à Takato. Enfin, au début, c'est vraiment Jian et Takato qui forment une relation et qui a Jian qui va apprendre à Takato comment les Digimon marchent. Mhm. Et Ruki va, au début, être un peu l'antagoniste par rapport aux deux autres personnages, mais qui, à force que les événements se déroulent dans la série avec des Digimon, Digimon qui apparaissent depuis le monde digital dans le vrai monde, et ça va devenir de plus en plus grave et les personnages vont un peu s'unir pour essayer d'ensemble contenir tous ces trucs qui se passent dans la série. Et après, à partir de la moitié de la série, avant qu'ils décident de partir dans le monde numérique, ils ont formé une amitié assez forte, tous ensemble. Ok, mais du coup c'est intéressant parce que avant de parler des autres personnages, donc il y a vraiment un peu aussi deux temps, un peu comme dans Severus, où une grosse partie dans le monde réel et après une deuxième partie dans le monde numérique, c'est ça? C'est ça. Il y a un personnage, Kulumon, qui apparaît au tout début de la série et qui est un peu rôde, on ne sait pas trop ce que c'est. On assume que c'est un Digimon parce que ça ressemble à un Digimon, c'est une toute petite créature, tout mignonne. Et plus tard, on apprend que c'est quelque chose de beaucoup plus important que ça et qui aussi permet d'engendrer l'évolution des Digimon et qui se fait ensuite enlever par les Digimon Devas, des Devas qui habitent eux dans le monde numérique et qui veulent récupérer Kulimon.
Et du coup, comme Cullimon se fait kidnapper, qu'en ce temps-là, tous les personnages principaux connaissent Cullimon et ils sont tous amis, ils décident de partir dans le monde numérique pour pouvoir sauver Cullimon. Toute cette partie, je ne m'en souviens absolument pas, pour le coup, tu vois. Mais c'est à partir de... Ça fait au bout de combien d'épisodes à peu près, selon toi, qui partent dans le monde numérique, à peu près? Ah, je pourrais pas dire, mais c'est vraiment à la moitié vers l'épisode oui, quand même. 20-25. Il y a vraiment le début de la série, c'est très lent. Ça m'a surprise au début parce que j'avais commencé Savers et ça commence vite. Voici les personnages, voici Lagumon, voici Lagumon qui évolue tout ça en un épisode. Et au contraire, sur Tamers, l'épisode finit avec Takato qui rencontre Guillimon. Donc c'est une cadence qui est plus lente. En général, j'ai l'impression par rapport aux autres séries Digimon. Mais c'est marrant, c'est ce que je me souviens de ma mémoire. C'est ce que je me souviens, ce côté très lent où j'avais presque l'impression qu'il se passait pas grand-chose. Et peut-être aussi déstabilisé parce que je me souviens surtout moi des épisodes, la première partie, donc dans le monde réel. Et autant j'avais adoré ça du point de vue aventure parce qu'il revenait dans le monde réel et ça ramenait quelque chose, que là, commencer directement dans le monde réel, ça m'avait un petit peu perturbé aussi à l'époque. Mais ok, d'accord. Et il y a d'autres personnages, parce qu'on parle du trio, mais alors, pareil, encore une fois, quand on est externe, on voit un peu aussi. Il y a notamment une petite fille, non, avec un Léomon. C'est ça. Juri, c'est une fille très innocente et un peu excentrique que Takato aime beaucoup. Et au fur et à mesure de la série, par rapport à son amitié avec Takato, va un peu découvrir les Digimon et s'intéresser peu à peu à ça. Et à partir d'un moment où Léomon rentre dans le monde réel pour aider les protagonistes, Juri va beaucoup aimer Léomon et va vous dire « Ah, je veux trop être la tameuse de Léomon », qui au début, ça ne fonctionne pas parce que Léomon n'est pas intéressé. Et plus tard dans la série, là, il va y avoir un événement où ils vont... Ah, je m'en souviens plus. Oui, il va y avoir un lien entre Léomon et Juri. Et oui, et c'est quelque chose aussi intéressant dans cette série, que là, contrairement à Adventure, où il y a ce côté destiné entre les enfants, les protagonistes et les Digimon, ici, la différence dans Tamers, c'est qu'il doit y avoir une connexion entre l'humain et le Digimon pour qu'il il y a cette relation partenaire qui se crée et recevoir un Digivice. Ok, c'est très différent du coup de... Oui, vas-y. J'ai l'impression, parce que du coup, on en avait parlé vite fait dans un précédent podcast, mais voilà, je me souviens plus lequel. En fait, de base, Kakudo et compagnie, donc ceux qui avaient fait Adventure 01 et Adventure 02, étaient censés faire un Adventure 03, sauf que les dirigeants, en fait, faisaient un peu n'importe quoi avec les sorties multimédia, et du coup, ils avaient décidé, en gros, les directeurs leur avaient dit, soit vous nous réglez le bazar et vous corrigez toutes les incohérences, soit on passe à autre chose. Et du coup, il avait été décidé de passer à autre chose. Et du coup, il y a tout cet aspect où j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire, de rendre la série un peu plus justement commercial, en mode dans la vraie vie il y a ce jeu de cartes, donc on reliait la série au jeu de cartes. Il y a moins ce côté justement enfant élu, enfant voilà, où comme tu disais, tu parlais de destinée et tout. Là on a plus l'impression que ça ressemble effectivement à quelque chose qui peut se passer dans la vie réelle, où tu es vraiment, toi t'as, par exemple, t'as une carte avec ton Digimon préféré, tu vois, que t'adores et tout machin, et je me dis là ça ressemble un peu plus à ça, et je trouve ça assez rigolo du fait que du coup que en voulant finalement faire un scénario qui puisse parler un peu plus aux enfants et qui leur ressemble un peu plus, parce que dans la vraie vie du coup les fans de Digimon jouent avec les cartes, jouent avec les Digivice et tout, exactement comme les personnages principaux. Mais qu'au final, ça n'avait pas forcément bien marché parce que les gens étaient tellement attachés aux héros de Adventure qu'au final... Ouais,
Mais c'est surtout que je pense que la stratégie, marketingment parlant, elle est pas très judicieuse parce que faire une série où, entre guillemets, l'idée c'est tous les enfants peuvent s'identifier parce que ça peut aussi leur arriver dans la vie de tous les jours parce que du Mm. coup, c'est que les cartes. En fait, les enfants veulent pas ça. Ils veulent rêver d'un truc où, entre guillemets, ça ne pourra jamais leur arriver parce que du coup, c'est tellement extraordinaire, tu vois, je veux dire. Enfin, moi, Ouais, perso, en ouais. tant qu'enfant, je rêve plus d'un truc qui, je sais, ne m'arrivera jamais que de Cédric, enfin la BD Cédric, tu vois, Mm. ou je ne sais pas quel, ou Titeuf, ou tu vois, Titeuf, bah voilà, c'était nous et les copains à l'école. Bah ça me fait Ouais. moins rêver, tu vois, c'est. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Mais je trouvais ça marrant de souligner ce point. Mais Ok. ouais. Et Et petite parenthèse oui. du coup sur le personnage de Yuri. Voilà, moi c'est ce personnage-là qui m'a le plus marqué pour le coup. Pourquoi, du coup? Parce que alors du coup, si on peut spoiler un peu la Oui, série, bah on si on va un part peu du spoiler, principe, hein, de toute façon, oui, oui. voilà, c'est celle qui au final qui vit les émotions les plus fortes. C'est elle. Alors je me souviens absolument pas de tous les détails, mais effectivement une fois qu'elle s'est attachée à Léomone, on le sait, Léomone ne vit jamais jusqu'à la fin d'une série. C'est son destin dans toutes les Oui. séries. Exactement. Et du coup, bah là, oui, je me souviens que la mort de Léomone avait déclenché une dépression profonde envers Yuri. Et je me souviens des derniers épisodes où elle est, alors dans mes souvenirs, elle est possédée par cette espèce de grand méchant, mais alors je sais plus du tout quelle est cette entité. Et où vraiment, elle a ce truc où justement, on disait, elle est un peu originale. Elle parle avec une chaussette en forme de chien qu'elle a fait elle-même et elle le fait parler. Et je me souviens encore des plans de vision un peu d'horreur où elle est en train de faire parler sa peluche là, mais c'est déformé et c'est pas elle qui parle. Ouais, ce personnage m'a vraiment marqué pour le coup. Oui, Je- oui, oui. Tu confirmes, du coup, Euh, l'entité, c'était qui, du coup, Shadok, Alors l'entité qui là, est en ça possession? c'est le grand méchant final de la série, hein, Ah par oui, ok. contre. oui, vers la fin de un peu l'arc dans le monde numérique, on découvre que il y a quelque chose qui s'appelle. Alors dans la version japonaise, c'est le D-Reaper. Et dans la version française, je crois que c'est le chaos. Ou la version savane, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et je vais voir si j'ai des notes parce que vers la fin de la série, ça devient assez compliqué. Oui, parce Euh, qu'il y a par contre, c'est un point que j'aime bien, mais au final qu'on trouvait déjà dans 02, mais c'était le fait qu'il y ait plein de Tamers qui arrivent au fur et à mesure de la série. Notamment, je pense à ses deux amis, Takato, il a deux amis avec qui il joue aux cartes. Et eux deux, ils trouvent finalement, ils deviennent Tamers, mais ouais, si pas vers la fin de la série, peut-être dans le troisième quart, un truc comme ça. oui, oui, Dans le troisième tiers plutôt. oui, c'était pas des personnages que j'ai trouvé très intéressants, ces deux-là. Je Non, sais pas, au début, ils j'avais apportent pas. pas grand-chose, mais j'ai trouvé ça intéressant de ce côté où justement eux aussi, au final, qui semblent être des personnages assez secondaires au début, voilà, finalement se retrouvent liés à l'aventure et tout ça, alors que au final, dans Adventure, c'était plutôt, les enfants élus, au final, c'était un peu quelque chose de très solitaire. Ils étaient vraiment, Bah, c'était des élus dans le sens où ils sont voilà. pas beaucoup et c'est un truc genre ils sont uniques et il y a que eux et personne d'autre et blablabla quoi. Donc c'est vrai que ça fait très 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 différent Mais juste avant de reparler du méchant final et de tous ces projets, il y a un autre thème où je voudrais que vous en parliez un peu parce que il y a quand même un personnage qui du coup malgré lui fait un peu le lien si on veut avec Adventure. C'est dans cette série que Rio a un rôle un peu important. Ah oui, alors Rio, malgré ce On que s- j'ai dit sur, Non, mais sur parce le que fait. on s'est jamais parlé, on sait jamais comment parler de Rio. Ça me fait toujours rire. Mais vas-y, je t'écoute. Oui, alors, malgré le fait que il n'y ait pas, entre guillemets, de connexion avec Adventure, euh, on retrouve Rio dans Tamers, dans la moitié où c'est dans le monde numérique. Et dans le rôle qu'il joue dans Tamers, c'est il était un peu l'ancien champion du jeu de cartes Digimon avant qu'il disparaisse et laisse sa place à Ruki.
Euh, et comment dire? Alors, dans la série, à regarder la série comme ça, sans connaître le personnage, il a sa propre logique, on va dire. Il sort pas de nulle part. Enfin, moi, je l'ai ressenti un peu comme ça, qu'il sort de nulle part, mais il a, il a une histoire et tout. Mais on le retrouve, Rio, dans Adventure 02. Il apparaît dans le flashback où Ken, il y a Ken et Rui qui sont contre Millennium, j'ai mal à dire, et Ken se prend la graine sombre, la Dark Seed pour protéger Rio, et il apparaît vraiment juste dans ce plan-là, et on le revoit plus. On le voit aussi. Alors, en fait, à la base, c'est un protagoniste dans les jeux Digimon sur la WonderSwan. Je sais pas si vous savez ce que c'est, la WonderSwan. Si, enfin, j'y ai jamais joué, mais c'est une console que bah, je suis pas sûr qu'elle soit sortie en France, cette console-ci. Très bonne question. Non, ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais. C'est resté au Japon. C'est vraiment resté au Japon. Et c'est un peu le protagoniste des jeux WonderSwan. Il y en a eu plein. Je crois qu'il y en a eu 3, 4 comme ça, des jeux Digimon sur la WonderSwan. Et... oh là là... Alors, j'ai pas écrit grand-chose parce que je pense c'est un non, truc mais après, on en avait parlé dans le podcast sur les chronologies, je crois, où on était revenu brièvement sur l'histoire de Rio. De toute façon, on sait, l'histoire de Rio, elle est complexe parce que c'est le truc qui fait le lien entre des jeux vidéo, de l'aventure, du Tamers, c'est tout ça. Et c'est vrai que... mais c'est un personnage qui est du coup assez apprécié par les fans, par ce côté multi-connexion, on va dire. Et quand j'ai les fans, c'est notamment au Japon et à l'international, parce que nous, en France, en fait, à moins d'avoir vraiment eu le coup d'œil, de se dire « Ah mais oui, mais il était dans le flashback de Ken dans l'épisode 21 et c'était lui qui était là », je pense qu'il y a de très nombreux petits Français qui n'ont pas du tout fait le lien entre les deux scènes, quoi. Mais j'avoue ne pas me souvenir du tout si Rio était si important que ça dans Tamers, s'il apparaît dans tant d'épisodes que ça. Alors, il apparaît au début quand les protagonistes sont dans le monde numérique. Il apparaît comme ça en tant que personnage mature et confiant qui est un peu qui est en conflit parce que c'est en fait c'est lui qui est le plus fort et qui donne cet aspect qui connaît un peu tout et qui part et qui revient ensuite dans le monde réel, qui fait un peu des allers-retours, on va dire, dans la série, mais oui, après c'était pas un personnage comme ça dans un seul épisode. Ok. Et après, il y a d'autres personnages, on va dire, humains importants dans la série ou en gros on a fait le tour Un personnage humain. J'ai quelques notes. Alors déjà, il y a là où je manque de notes, c'est tout ce qui se passe au niveau de Hypnos, parce que je sais qu'il y a un personnage adulte qui est important, qui a toujours un peu qui est blond avec des lunettes noires et qui est mystérieux et qui ensuite, pour lui, il veut détruire les Digimon. Ça doit être contenu dans le monde numérique et après qui forme un lien avec les enfants, qui les aide quand ils sont dans le monde numérique. Ah oui, j'ai oublié plein de trucs. En fait, il va falloir que je revoie la série aussi. Oui. Ah, Hypnos. Du coup, ce que j'ai moi dans le note, c'est... Parce que du coup, le Hypnos, c'est l'organisation gouvernementale, on est d'accord hein Oui. Qui a des motivations. C'est dirigé par Yamaki. Est-ce que ce serait lui? C'est ça, non. C'est ça. Ouais. Il est reconnaissable ou du fait qu'il joue sans cesse avec son briquet. Est-ce que vous confirmez? C'est ça. Oui. Et du coup, des vous briques qui confirmez. reviennent d'un coup. Et donc l'organisation étudie le monde numérique et ses créatures afin de protéger et défendre le monde réel des attaques de plus en plus fréquentes. Et Yamaki prend vite conscience de la présence des Tamers et les considère comme de jeunes fous se croyant dans un jeu alors qu'il s'agit d'un danger réel. Et donc il entreprend un projet, alors en Saban ça s'appelle le projet Coup de balai, destiné
premier à éliminer tous les Digimon, y compris les Tamers. Et donc, il échouera à chaque fois. Et lors de la seconde tentative, un Digimon ennemi provoque la destruction des appareils de la Hypnos. Et finalement, après cela, Yamaki va comprendre que les Tamers sont la seule défense efficace. Voilà, c'est beau. Donc, vous parlez donc de Yamaki. Et donc, du coup, c'est un personnage important, j'imagine, vu que c'est un peu un antagoniste principal. Oui, c'est un personnage intéressant et il y a aussi un peu plus de focus sur les personnages adultes. Je sais qu'aussi le père de Juan a aussi une importance parce qu'il fait partie d'un groupe qui s'appelle les Wild Bunch, qui sont, je sais pas comment ils ont traduit ça en français, mais c'est eux qui ont créé, c'est un groupe de hackers programmeurs indépendants qui ont créé les Digimon. Il y a fort longtemps avant les événements de la série, avant que ce soit un truc commercialisé. Et c'est du coup ce groupe aussi a son importance, ce groupe d'adultes, pour combattre le D-Reaper et aider les protagonistes. Donc, quand tu dis l'antagoniste, c'est en Saban, c'est ce qui s'appelle le système d'éradication, c'est ça? Enfin, du coup, j'imagine, c'est le qui est considéré comme l'antagoniste final de la saison. Ouais. C'est ça. Et du coup, lui, c'est pas un humain, mais c'est pas un Digimon, c'est ça? Alors, c'est c'est une intelligence artificielle, c'est ChatGPT. C'est ça. C'est un ancien programme qui a été inventé il y a très longtemps, d'après ce que j'ai lu. C'est, je crois, depuis la création du premier ordinateur, d'après le lore, qui a pour but de détruire toutes les formes de vie, entre parenthèses, quand ça dépasse un certain nombre de formes de vie. Ce programme s'active pour remettre tout à zéro. Et du coup, c'est un peu, je sais pas, c'est vider la corbeille un peu dans le monde Digimon. Et malheureusement, ce programme réussit à s'échapper à travers Yuri dans le monde réel. Et c'est là où le programme va se dire, oh là là, il va falloir recommencer depuis le début et commence à éradiquer le monde réel. Alors, du coup, juste pour la petite anecdote, je lis là sur les Merci Digidio, bien qu'il s'agisse d'un personnage complètement fictif, donc cet antagoniste possède des origines liées à des éléments réels comme le ver informatique Maurice ou Échelon. Alors, ça parlera aux plus grands hackers qui nous écoutent et aux développeurs web, mais moi, c'est trop complexe pour moi. Mais c'est intéressant de noter. Et donc, du coup, il n'a pas de voix à proprement parler de ce que je dis, mais il ne se sert que de celle de Yuri qu'il possède. Et ça, pour le coup, c'est des scènes qui m'ont marqué. Là, je suis d'accord pour dire que Tamers est plus sombre qu'Adventure. Il y a... Alors c'est là pareil, ça sera plus sombre en termes de visuel. Ils sont allés beaucoup plus loin dans ce qu'ils ont montré. Je serais d'ailleurs très surpris de voir comment la Saban a traité ça, parce que c'était quand même... ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Après, c'est allé sur Fox Kids, donc c'est sur Fox 1, 2, 3. À partir du moment où ça n'allait pas sur TF1, première chaîne de France, avec vraiment anciennement CSA qui était très actif. Mais sur Fox Kids, tu pouvais des fois avoir des trucs. Je prends l'exemple de la série. Moi je pense aux États-Unis, tout ce qu'ils n'ont pas laissé passer dans Adventure, tout ce qu'il fallait désamorcer avec des blagues. Ouais, mais je vais prendre l'exemple de la série Monster Rancher, qui du coup a été traitée un peu aussi à l'époque par la Saban, mais qui a été que sur Fox Kids, et qui est un peu une série aussi avec des monstres et des... voilà, ça surfait comme Pokémon Digimon, et ils étaient dans un monde fictif avec des monstres. La version française est extrêmement bien traitée pour le coup par rapport à la pour avoir regardé là, il y a quelques temps la VO pour comparer un peu à la VF, et je pense vraiment que le fait que la série soit à destination du câble et uniquement du câble, et pas sur une des chaînes principales de la télé, ça joue un peu sur le fait que le CSA à l'époque devait se dire personne va regarder ça, c'est une chaîne du câble, il y aura, enfin j'exagère, mais 10 enfants qui vont regarder, c'est moins grave que sur TF1 7-8 heures du matin, mercredi et samedi matin. Tu vois, c'est pas, enfin Ségolène Royal, pour la bonne citer qu'elle, elle regardait pas ce qui se passait sur Fox Kids, elle regardait ce qui se passait sur TF1, France 2 et M6, donc je pense que ça doit jouer aussi, mais
Voilà, parenthèse refermée pour vous reprendre le sujet de Temers du coup, et donc on était sur ce grand méchant, et donc je vous laisse reprendre. Ah, euh, à noter un personnage. Déjà, au niveau du grand méchant, je sais que Culumon, c'est des choses que j'ai du mal à noter parce que ça devient vraiment beaucoup à comprendre. Mais il y a Culumon, on apprend, n'est pas un Digimon classique. Culumon est une sorte de. J'ai plus le terme, mais c'est une sorte de. Ah, c'est le petit euh, Digimon violet qui ressemble à un petit diable, un C'est ça, ouais. démon. Enfin, un Non, non, petit non, dia- ça c'est Non, Impmon. Justement, il va falloir revenir, il va falloir revenir sur Impmon. Mais Culumon, on apprend que justement a été capturé par les Devas pour revenir dans le monde numérique parce que c'est Culumon qui permettrait de contenir en fait le D-Reaper, le grand méchant de la fin. Et du coup, le fait que Culumon a été enlevé, est parti dans le monde réel et puis revenu bien après, c'est ce qui a fait libérer le D-Reaper. Et Culumon, c'est ce qui permet aussi à la fin de recontenir le D-Reaper. Ok. Ok, mais du coup, je viens de regarder sur Internet. Oui, il est blanc avec. Je vois, Oui. il est assez mignon, il est assez représentatif. Mais du coup, parce que moi, je sais que je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai la figurine de Hitmon, le Digimon violet. Mais c'est qui lui? Il appartient à qui en fait? Alors, Ça y est, je alors me souviens de son histoire pour le coup. oui. Alors, Impmon, c'est un Digimon qui sort un peu de nulle part avec une attitude un peu petit, morveux, orgueilleux. On apprend qu'il a en fait quitté ses deux Tamers, qui sont vraiment deux enfants de 4-5 ans qui l'ont maltraité parce qu'ils se battaient pour l'avoir. Et il a dit au bout d'un moment, il voulait plus se laisser faire maltraiter. Il est parti et du coup, et maintenant il rôde dans la série pour jouer des mauvais tours aux humains. Et quand il rencontre les protagonistes qui, eux, ont une relation avec leur Digimon qui est plus saine, et pour lui, il va, j'aime pas ça. Il se moque d'eux et tout. Et pour lui, les Digimon ne devraient vraiment avoir aucune relation avec les humains. Et il est aussi obsédé par l'idée de gagner en puissance, ce qu'on voit dans la série, ce qui se passe avec son évolution. Ok. Mais c'est. Et donc lui, il s'affranchit de ses Tamers, on va dire, et il rôde de son côté. Mais il y a pas un Lopmon aussi dans la série? Ah oui, oui. Alors, il y a la petite sœur de Jan Ok. qui devient aussi au fur et à mesure qui. Mm. Alors, je sais plus. Il y a vraiment un moment où en fait elle passe dans le monde numérique et elle rencontre le Deva, un Deva, et qui juste ils jouent ensemble et le Deva forme une infection avec elle et le Deva, pour avoir trahi un peu tous les autres Devas, pour avoir formé une affection avec une humaine, va perdre ses pouvoirs de Deva et devenir du coup Lopmon et le partenaire de la petite sœur de Joan. Qui d'ailleurs, le scénariste en chef a un site où il a plein de petites notes sur les personnages. Et par rapport à ce personnage-là, alors ce qu'il a écrit, c'est que quand le générique de fin a été réalisé, a été terminé, on voit plein de personnages à la fin qui montrent leur Digivice en l'air. Et il s'attendait pas en fait à ce que j'ai pas son nom, la petite sœur de Jan soit dans le Euh, générique. Elle s'appelle Ai Naga... Ai, je sais pas comment on dit. Aïe. Voilà. Et du coup, il s'attendait pas à pourquoi elle est là en fait. Et du coup, c'est un peu avec cette décision, cette erreur qu'elle soit dans le générique qu'elle soit mise en fait dans la série plus tard. Ok. Ok. Ah ok, bah c'est intéressant comme... Mhm. Elle s'appelait Suzy en français. C'est Oh vrai mon Dieu. que c'est Henry et Suzy Wong. Oh mon Dieu. On peut pas faire plus cliché. Et ok, et du coup, ça fait déjà pas mal de personnages de présenter. Et du coup, je vois, du coup, là sur la liste, il y a aussi Kazu et Kenta qui ont un Gardromon et un Marine C'est les- Angemon. Voilà, les c'est les copains, deux ça, amis de Takato au début, justement.
qui deviennent Voilà. Tamers Mhm. après. Alors, qui est... Parce que du coup, dans les autres personnages, en français Savane, elle s'appelait Alice McCoy. Alors, je crois que c'est Oula. Harisu McCoy, peut-être, en japonais. Une petite fille blonde aux yeux bleus, habillée du style gothique Lolita, partenaire de Doberman, pardon. Ah La oui, petite... La nièce du professeur, d'un professeur employé par Hypnos. Ok. c'est ça, c'est ça. Et il y a le scénariste en chef, ouais, c'est écrit par rapport à Doberman. En fait, Doberman est un personnage caméo, on va dire, qui est là parce qu'il y a eu un concours de design de Digimon à l'époque. Et la récompense, c'était d'avoir son Digimon apparaître dans la série. Ah. Et du coup, c'est Doberman qui était le design qui a remporté le concours et qui est du coup apparu dans Tamers. Et qui est venu un peu pour quelques épisodes et qui a fait son truc. Je crois il s'est sacrifié pour permettre aux humains de pouvoir fusionner avec leurs Digimon dans le monde réel. Ok. Ok. Et particularité, cette série, je m'en souviens parce que du coup j'avais pareil eu des figurines de la 3e saison, ils étaient dedans. Il y a les bêtes célestes, comme ça qu'on les appelle, les 4 bêtes célestes, Quilongmon et compagnie, François aide-moi, Ah, je qui peux sont pas dedans. t'aider, hein, je connais que Chin Longmon là, du coup. Bah du coup, Shadok, tu confirmes qu'elle est... Ouais, je sais pas comment elles sont appelées du coup dans les 4, un peu comme les dieux du monde numérique, les Ouais, les Digimon... 4 bêtes sacrées, ouais. normalement, les 4 créatures sacrées, en tout cas dans notre version française à nous. Mais du coup, ils ont une importance particulière ou ils apparaissent juste dans un épisode? Euh, Alors là, Voilà. ça remonte un peu à... Ils ont une importance un peu... ils servent un peu comme boss finaux du monde numérique par rapport aux protagonistes. Et c'est là où c'est juste avant qu'ils apprennent qu'après s'être combattus et aussi avoir permis d'avoir engendré cette nouvelle évolution finale où les Digimon fusionnent avec leurs partenaires. Ouais. Les Sacred Beasts, les bêtes sacrées, c'est eux qui informent en fait les protagonistes que en fait ils ont besoin de Culumon, ils ont besoin de contenir le D-Reaper parce que sinon ça va être un désastre si le D-Reaper s'active. Ok, donc du coup, là, dans la description, je vois sur la Tamers, ça dit que chaque souverain règne sur un des 4 points cardinaux du monde numérique, ça on le sait. Et il y a un 5e membre, Fang Longmon, qui est à la tête des souverains et les dirige. Et chacun d'entre eux possède 4 yeux et une couleur propre qui lui est propre. C'est joliment dit. Et leurs apparences s'inspirent des 4 figures astronomiques de l'astrologie chinoise. Mais ça, tout le monde le savait. Ou pas. Et donc, du coup, après, tu as beaucoup parlé, donc on a parlé d'hypnose, et tu parlais des divas, enfin, je sais plus comment tu dis, Deva. les Deva. devas, pardon. Donc, pas les divas, donc il n'y a pas Beyoncé, Lady Gaga, Non. non, elles sont pas Non, dedans. Et donc, les devas, c'est des Digimon, hein, du coup. C'est ça, c'est tous des Digimon et c'est eux du coup les Digimon qui sont basés sur l'astrologie chinoise et qui, c'est un peu eux qui apparaissent vers la fin de la moitié de l'arc monde réel où ils essayent de capturer Culumon et ils échouent à chaque fois, puis après ils réussissent et c'est vraiment c'est le Deva singe qui va réussir à capturer Culumon et le renvoyer dans le monde numérique. Voilà. Ok. Ah, Globa- et Vas-y. aussi, il y a celui qui représente le lion, je crois, qui va engager Impmon. Impmon qui va, il y a un moment où il va essayer de prouver sa force face à un Deva, je crois que c'est le Deva Centaure, il va se faire un peu massacrer. Et il va perdre espoir et tout. Il va se faire un peu engager en échange de la capture de Culumon et d'éliminer les Tamers. Il va se transformer en Belzubemon avec l'aide d'un des Devas qui va justement, c'est le pacte avec le Deva, c'est devenir très très puissant, le truc qu'il cherchait depuis le début de la série, mais un peu trahir les personnages principaux. Hein.
Et parce que du coup, je vois, putain, le temps il avance vite. Oui, il va Globalement, falloir qu'on... ouais, au niveau de l'ambiance, juste pour en parler un peu, l'ambiance musicale, t'en as pensé quoi sur cette série-là C'était assez proche de ce qu'Adventure faisait ou c'était très différent musicalement parlant sur le, ouais. Au niveau de la musique, j'ai Ça, pas. ça t'a pas marqué aussi, hein, tu peux me dire que bah, ça t'a pas plus marqué que ça. J'aime beaucoup la musique de l'évolution, l'intro, la musique de fin et tout. Mais ça m'a étonné au début que ça, genre, de réentendre des musiques d'adventure qui ont été Ok. recyclées. Puis après, ça devient des compositions originales qui reviennent. Et voilà. Ok. Et, pour aller vers la conclusion, du coup, la fin, bah, vous en avez pensé quoi, émotionnellement parlant? Est-ce que c'est une fin où on pleure, une fin méritée? Est-ce que c'est une vraie fin? Est-ce que, voilà, est-ce qu'ils vivent tous heureux? Est-ce qu'ils sont séparés? Dites-moi tout. Eh ben, à la fin, avec l'aide du groupe des Wild Bunch, des adultes qui créent un plan en fait pour rembobiner le D-Reaper pour, au lieu d'évoluer en masse exponentielle de plus en plus gros, il y a tout un plan et tout qu'ils font pour renverser cette évolution et pour que le D-Reaper régresse. Ce que les humains, ce groupe-là ne disent pas aux Tamers avant que ce plan s'effectue et une réussite, c'est que tous les Digimon du monde réel vont aussi régresser. Et du coup, on voit Renamon, Guilmon, Impmon, Terriermon revenir dans la forme bébé et on apprend au dernier moment que avec le père de Juan en larmes qu'il faut renvoyer les Digimon au monde numérique. Et c'est un peu... c'est pas une repeat, c'est pas répéter la fin de 0-1, mais il y a cette ambiance aussi. Adieu les Digimon, au revoir. C'est très triste et tout. Voilà. Je m'en souviens là pour le coup. Ok, et du coup, pour le coup, contrairement à Adventure, bah, vous partez, et puis on vous reverra. Enfin, on sait pas ce qui se passera, quoi. Vu qu'il n'y a jamais eu de suite, voilà, c'est un vrai adieu pour le coup. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, qu'à la toute fin, il décide quand même de partir dans le monde numérique, non? Alors, à la toute fin, vraiment la dernière scène de la série, c'est on voit Takato qui va voir où il gardait Guilmon. Et en fait, on voit un portail vers le monde numérique. Et il est heureux de voir justement un portail vers le monde numérique. Et il y a aussi eu 2 films Tamers que j'ai vus justement avant le podcast pour le coup. Et le second film, on dirait pas, j'avais pas compris un peu la chronologie parce que d'après les logiques des scénarios, des événements, ce qui s'est passé, on voyait Takato avec le nouveau Digivice qu'il a, on voyait des Lopmon, on voyait plein de personnages qui situeraient un peu l'événement du second film en même temps que le D-Reaper, ce qui est bizarre parce que le D-Reaper n'est pas là. Et en fait, d'après ce que j'ai vu, ça se passerait vraiment après la série. Ce n'est pas expliqué explicitement dans le film, mais d'après ce que j'ai lu, ça insinuerait que ce film se passe dans le futur très proche, où du coup c'est un peu revenu à la normale, là, comme dans la série, où les partenaires sont là avec leurs Digimon. Voilà. Et pour la petite anecdote, il y avait eu, je sais plus quel anniversaire de Tamers, il y avait eu un drama audio, c'est des dramas audio qui avaient été faits et qui a fait une énorme polémique. François, tu peux peut-être en parler? Je ne peux pas en parler parce que je ne me souviens plus, mais c'est le scénariste principal qui était revenu et qui avait fait tout un truc où il avait incorporé la cancel culture dedans. Tout à fait. Enfin, bref, à un moment où ça faisait bien débat, quoi. Et ouais, les gens étaient un peu partagés en mode c'est un peu bête de nous faire revenir ces personnages pour nous raconter ça, quoi. Ça avait été très mal accueilli. Mais de toute façon, que ce soit Tamers, Frontier, Severs et les autres saisons, voilà, aucune d'elles n'aura jamais eu l'aura d'Adventure, malheureusement. Tamers peut-être quand même
un peu plus parce que c'était vraiment celle juste après Adventure. Mais aujourd'hui, c'est vrai que il y a des initiés, il y a des fans de Tamers qui sont vraiment convaincus et qui adorent, même au niveau, alors je sais pas, aussi au niveau des Digivice, enfin c'est pas des VPET, mais les Digivice à jouer. Moi perso, j'en avais un. Contrairement aux autres, on avait une carte avec et tout, ou qui servait pas à grand chose, même à la carte. Il y a eu une réédition il y a quelques années, il y a pas très longtemps, je crois qu'à l'anniversaire de Tamers dont on parle. Et voilà, il y a toujours des initiés, des fans, mais je pense que globalement, c'est 20% seulement de l'audience d'Adventure, quoi. Parce que, pour toutes les raisons qu'on avait dit au début, malheureusement, les gens n'ont pas forcément accroché, mais. Je pense que c'est une série, comme Shadok l'a fait, à regarder peut-être adulte et à découvrir avec des yeux, des nouveaux yeux, et puis de manière. Ouais. Mais moi, ce que je propose de faire, étant donné que là, il va falloir conclure, Oui. c'est peut-être de refaire un podcast sur Tamers quand on l'aura revu. Parce que j'avoue Tout à que fait. ce podcast m'a donné un peu envie de revoir. Mais moi Parce aussi. En plus, on a même pas Tant mieux. parlé du coup des évolutions, tout ça et tout ça. Donc je me dis, ce serait une occasion peut-être de se retrouver après. En même temps, François, il y a au moins 20 podcasts qui parlent juste d'adventure. Donc évidemment, en un podcast d'une heure, c'est dur de tout tenir. Mais Shadok, à la limite, quand on aura revu Tamers, si tu veux, on te réinvitera pour te dire après coup ce qu'on en a pensé et débattre davantage sur d'autres sujets. Si cela t'intéresse, évidemment, de revenir. Ouais, ça va être intéressant. Oui, surtout que moi, du coup, je fais aussi je re-regarde et ça me plaît toujours de revoir ces personnages, comment ils sont et tout. Je les aime beaucoup, donc oui. Et bien voilà, on arrive à la fin, malheureusement déjà, ça passe toujours très vite, de ce podcast centré sur Digimon Tamers. Comme d'habitude, dans les commentaires, par email, comme vous voulez, dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de Tamers, faites-nous votre critique, vos personnages préférés, dites-nous s'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés, qui vous ont marqué, quand est-ce que vous l'avez découvert, enfant, adulte, en VF, en VO, il y a tellement de choses à dire finalement. Voilà, dites-nous tout en commentaire, par email, on sera ravis de vous lire et de vous répondre. Shadok, écoute, encore une fois, enchanté, parce que du coup, pour ceux qui sont en dehors, c'était la première fois qu'on se parlait, qu'on s'entendait. C'était vraiment là, on s'est dit, allez, on enregistre, et voilà, on se connaissait pas, donc donc n'hésitez pas à faire comme elle et à nous envoyer des messages. Il y a Martin là qu'on ne connaît pas et qui va nous rejoindre sur le podcast de Frontières prochainement. Voilà, on est ravis nous d'échanger avec des fans de Digimon. Comme ça, on apprend toujours plein de choses. Ça t'a plu du coup de faire ça? Oui. J'étais vraiment comme une fangirl parce que j'ai écouté vraiment beaucoup les podcasts. Après, les podcasts qui accessibles parce que j'ai peut-être regardé les tri Beyond, tout ce qui est sorti, parce que c'est des choses que j'ai pas vues encore. Donc, j'ai écouté les choses qui étaient plus axées sur Adventure ou les Vipets, tout ça. Donc, oui. Il y avait un peu le stress de oh là là, de faire un truc comme ça, mais c'était vraiment sympa. Oui. Et très bien. Formidable. Et du coup, on te remercie. Nous, on vous dit à dans 15 jours. Normalement, dans 15 jours, il n'y a pas de raison. Si tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. On vous embrasse et à bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci. Bye.